La suite du 16h, soyez les bienvenus. On va commencer bille en tête avec une phrase qui est restée dans les annales de l'histoire de la politique française. Écoutez-la, regardez-la, mais arrêtez donc d'emmerder les Français. Il y a beaucoup trop de lois, trop de règlements dans ce pays. La phrase est signée Georges Pompidou, il était alors Premier ministre, c'était en 1966. Il s'énervait contre ce système législatif à la française. Eh bien, nous sommes 52 ans après et ça n'a toujours pas changé. On est toujours à l'époque des lois à foison, des mesures, des règles. Exemple avec les 80 km/h qui commencent sérieusement à inquiéter, jusque dans les rangs macronistes. On en parle avec nos invités. Guillaume Vuilletet, bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise et membre de la Commission des lois. Avec nous également Delphine Granier, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe de Génération Libre. Et Frédéric Delpech. Bonjour Frédéric, bonjour. De notre service politique. Depuis début janvier, donc, la grogne ne faiblit pas. Cette fois, ce sont les départements qui entrent dans la danse pour s'opposer à la limitation à 80 km/h sur certaines routes secondaires. 28 d'entre eux demandent au gouvernement de procéder au cas par cas. Marine Brossard. Aux abords de Metz et de sa campagne, les automobilistes sont agacés. La limitation de vitesse à 80, c'est de la fumisterie. C'est encore une fois un piège à pognon, c'est tout ce que c'est. Parce que 70, 80, 90, 100, ça n'empêchera pas les gens qui ne respectent absolument rien. Ce conducteur a déjà signé une pétition et si le gouvernement ne recule pas, il compte bien manifester, tout comme ce couple de retraités, convaincus que 10 km/h de moins ne feront pas baisser le nombre d'accidents. Ce qui va être élevé, c'est les PV, parce que là, tous les automobilistes vont se faire piéger à cause de ça. C'est le jackpot pour l'État. Bah oui, c'est sûr. Hein, ouais. Parce que ça leur rapportait gros. Hein. Là, vous allez voir les radars, la police, on va les voir sur les routes nationales. Là. 90, c'était bien. Je fais beaucoup de routes, donc à 80, si vous passez à 80, voilà, je me lèverai plus tôt pour aller travailler. Pour d'autres, il est urgent de lever le pied. On n'est pas toujours au clair avec notre distance de freinage, alors c'est pas mal de diminuer la vitesse pour dire justement d'y penser. Au café de ce village, il faut s'arrêter, c'est tout une histoire d'argent. Le passage à 80 km/h fait débat. C'est vrai, ça change rien. Tu en auras toujours. Non, mais et c'est toujours la même base. Je crois qu'il y a moins. Si tu as 10 km/h de moins, au niveau du freinage, c'est quand même important. Avec d'autres, le président du département de la Moselle demande au Premier ministre de revenir sur cette mesure, prise, dit-il, sans concertation avec les territoires. Bon, il y a même des pour du côté des automobilistes. Vous voyez ça ? Quand même, il n'y aurait pas le commencement d'un malaise ? Je ne comprends pas très bien votre question. Eh bien, avec les départements qui commencent à demander au gouvernement de revenir sur cette mesure, de faire du cas par cas, les sénateurs, on l'a vu, qui étaient extrêmement mobilisés, les automobilistes, les motards qui manifestent chaque semaine, chaque week-end, ça commence à faire beaucoup depuis début janvier. Alors, cette mesure provoque un débat, c'est une chose, mais enfin, il ne nous aura pas échappé que les dirigeants des départements, les sénateurs sont des personnes qui se situent dans un débat public. Et dans ce débat public, il y a l'opposition et la majorité, et puis l'opposition a tendance parfois à critiquer la majorité. Ça arrive, et d'ailleurs, c'est bien normal. Moi, je trouve que le reportage que vous avez passé est d'ailleurs assez équilibré en définitive. Parce que dans l'autre sens, en quoi c'est grave de passer à 80 ? Qu'est-ce que ça change dans les faits ? Combien de kilomètres font les gens pour aller à leur travail chaque matin ? Et ça leur ferait perdre, si jamais ils étaient capables de rouler tout le temps à 90 km/h sur les routes. Je demande à voir. Moi, dans ma circonscription, j'ai de l'agglomération, du périurbain, le long de la vallée de l'Oise, chez moi, Méry-sur-Oise, et puis j'ai aussi du rural. Je peux vous dire que 80 km/h en continu, c'est quand même plutôt rare. Par contre, ça peut être très dangereux en effet, par route glissante, ça peut être très dangereux dans un certain nombre de circonstances, et en particulier sur ces fameuses routes sans séparateur central. Alors on avait cru comprendre que ça inquiétait quand même du côté de vos rangs, du côté de La République En Marche. On va se rendre à l'Assemblée nationale, rejoindre Amélie Carwer. Amélie, vous êtes avec Benoît Simion, donc député de la majorité. Député de la majorité qui a suscité des réactions nombreuses au sein du gouvernement depuis ce matin, puisque vous avez demandé de revoir la mesure au cas par cas. On va revenir sur vos propos précisément, mais alors depuis, le porte-parole du gouvernement, l'entourage de l'Élysée, du Premier ministre nous disent le dispositif sera mis en place au 1er juillet. En gros, merci, circulez, il n'y a rien à voir. Comment vous réagissez ? Écoutez, je respecte d'abord la décision gouvernementale qui va dans l'urgence, c'est sauver des vies et inverser la courbe. Et ça, on ne peut pas transiger avec la sécurité routière. J'ai évoqué ce matin une piste que j'avais d'abord évoquée
avant la tenue du comité interministériel en janvier, qui était de dire oui aux 80 km/h, là où il n'y a pas de marquage au sol. C'est une façon, à mon sens, vertueuse d'aller vers une amélioration du réseau routier qui se dégrade année après année parce que les collectivités sous-investissent sur ce réseau routier. Voilà. Donc après, j'entends, dont acte, je crois qu'il faut respecter la décision gouvernementale. Je suis au travail sur l'ensemble des sujets de la mobilité et je me réjouis en tout cas que la priorité de ce gouvernement soit la sécurité routière. Alors, je rappelle que ce matin, chez nos confrères, vous avez dit qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. On vous sent beaucoup plus calme. Vous vous êtes fait remonter les bretelles par l'exécutif ? Je n'ai eu aucune remontée de bretelles. Comme sur le sujet du vin, sur ce sujet-là, je le dis et je le redis, je ne me dédie pas par rapport à ce que j'ai dit. Oui, sur ces sujets qui touchent à la ruralité, il faut cesser d'emmerder les Français. Donc après, bien entendu, je respecte la décision gouvernementale et je crois qu'il faudra travailler malgré tout au cas par cas parce que c'est une mesure sur les territoires ruraux qui doit s'adapter, qui devra s'adapter dans le temps. Le Premier ministre a d'ailleurs dit qu'il y aurait une expérimentation sur une période de 2 ans. Voilà. Donc après, je laisse aller toutes les polémiques et je n'ai pas de réaction à faire. Je suis au travail. Mais vous réitérez vos propos. Vous dites à l'instant il faut arrêter d'emmerder les Français sur la question de la ruralité. Est-ce que c'est ce que fait le gouvernement, emmerder les Français ? Écoutez, sur le sujet de la ruralité, clairement, le gouvernement est au travail. Il y a la volonté de mettre fin aux zones blanches de la mobilité dans les zones rurales. Il y a la volonté de mettre fin aux zones blanches du numérique. Enfin, il y a des avancées majeures, notamment également en matière de santé. Là, on est sur un épiphénomène sur ce sujet qui suscite le débat et c'est normal parce que c'est des mesures extrêmement impopulaires dès qu'il s'agit de toucher à la sécurité routière. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique et j'aurais été plus loin d'ailleurs. J'aurais été favorable à la tolérance zéro pour l'alcool. Il y a eu des mesures annoncées dans le cadre de ce comité interministériel pour la sécurité routière qui vont dans le bon sens. Voilà. Mais en même temps, nous parlementaires, on doit faire remonter au gouvernement un certain nombre de propositions et c'était ce matin ce que je faisais dans le cadre de l'interview que j'ai eue chez Jean-Jacques Bourdin. Merci pour cette interview aussi, Benoît Sémian, député La République En Marche de Gironde. Merci. Merci Amélie. Alors Guillaume Vuilletet, on l'entend quand même. Il y a le mot ruralité tout de suite qui est prononcé. Il y a cette phrase, il faut arrêter d'emmerder les Français. Il le répète quand même. Et d'autres dans vos rangs, alors c'est cité par Le Parisien ce matin, alors sous couvert d'anonymat, mais quand même, ça renforce le côté président des villes, dit l'un, et un autre dit c'est considéré comme ruralicide, ces 80 km/h. Écoutez, là-dessus, je ne partage pas, d'une part. Et puis, vous savez, cela étant, c'est assez normal, quand on est 312 ou 313, d'avoir des avis qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle le débat. Et Benoît a raison de dire qu'en termes de ruralité, cette mesure-là n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga du débat public. Non seulement il a raison sur la santé, sur le numérique, mais il y a ce qu'on va faire sur les villes moyennes et les centres-bourgs, par exemple, qui vont être des éléments de politique publique beaucoup plus forts dans la modification de la réalité de rurale, la politique sur l'agriculture, sur l'alimentation, etc., que ces 80 km/h. Enfin, ça crispe. Vous savez, ça crispe. Il y a 30 000 personnes qui ont été hospitalisées suite à un accident de la route l'année dernière. C'est 3 fois la population de ma ville. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut réduire ce chiffre-là ou est-ce qu'on se dit que, tout compte fait, les gens... Priorité à la sécurité routière, on a bien compris, c'est l'objectif du Premier ministre. Il l'avait dit dans son interview du 9 janvier. Est-ce que pour vous, là, sur cette mesure-là, Delphine Granier, on emmerde les Français ? Pardon de répéter ces mots-là qui sont répétés à l'envi par nos politiques. Alors, sans savoir si on emmerde ou pas les Français, je pense que les reportages qu'on a eus illustrent très bien l'enjeu du débat. Premièrement, on a un problème. Tout le monde est d'accord, il y a un problème de sécurité routière. Il faut le résoudre. À partir de là, maintenant, quand on regarde un petit peu la situation, le témoignage du député le disait, on a des situations qui sont très différentes selon les territoires, en ville, en ruralité, etc. Et ce que propose le gouvernement, c'est de prendre une mesure d'en haut, on passe à 80 km/h, qui va s'appliquer partout, indépendamment des territoires, des situations, des routes, etc. Et en fait, sur toutes les questions qui sont posées ces dernières semaines, dès qu'il y a eu un problème qu'il s'agissait de résoudre, on observe un petit peu cette dualité avec d'un côté une mesure radicale que le gouvernement veut prendre, parce que voilà, on prend le problème à bout de bras, on y va, on prend une grande mesure, on l'assume, et la réalité qui est
qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec une mesure aussi autoritaire. Et je voudrais prendre un exemple sur le sujet de la sécurité routière qui pourrait être une piste de réflexion justement que j'invite les députés à étudier. C'est l'exemple qui a été développé aux États-Unis des Naked Roads. Alors, c'est pas très connu, ça s'appelle les routes nues en réalité. Et l'idée, en fait, c'est de dire, au lieu de prendre une décision arbitraire, on va essayer de faire confiance aux gens et voir comment ça se passe sur le terrain. Et en fait, dans certaines régions, ils ont mis en place des zones où il y a plus de marquage au sol, plus de panneaux, plus de feux de circulation, plus rien pour voir ce qui se passe. Et ça marche ? Et incroyablement, ça marche. Et en fait, c'est pas si incroyable que ça. La raison, elle est assez simple, c'est que finalement, quand vous mettez les gens aussi dans une situation où il y a potentiellement un danger, les gens se responsabilisent. Oui. Et je pense que l'approche du gouvernement là-dessus, comme sur beaucoup d'autres points, il y a eu beaucoup de questions de société qui ont été posées ces dernières semaines, c'est finalement, on veut absolument résoudre un problème, on va le faire nous, parce que c'est l'État qui est capable de le faire, et on ne se pose pas les bonnes questions qui sont, est-ce qu'il n'y a pas des incitations à mettre en place pour faire en sorte que ça se passe bien. Parce que l'objectif de la sécurité routière, tout le monde le partage. La question, c'est quels moyens on déploie pour y arriver. Donc, mesures coercitives ou autoritaires. Alors, c'est contrainte versus incitation. C'est ça. Alors, j'avoue qu'en termes d'autoritarisme, 80 km/h, c'est en effet quelque chose qui est très violent. Mais... c'est quand même quelque chose qui concerne l'ensemble des Français, donc c'est quand même assez... On est sur une réduction de 10 km/h sur des routes qui sont réputées dangereuses. Oui. Il y a 55% des accidents mortels. Mais ça commence comme ça. Ensuite, c'est sur d'autres sujets qu'on prend des petites mesures et finalement, de façon assez insidieuse, on va vers, c'est toujours reprendre l'expression de Tocqueville, mais vers une forme de despotisme démocratique où progressivement, on empiète sur les libertés des gens, toujours avec un bon motif qui est celui de protéger les Français, personne ne va le contester. Mais la question, c'est est-ce que c'est la bonne méthode ? C'est pas certain, et surtout lorsqu'elle empiète sur les libertés des gens. Alors, je transmettrai à Edouard Philippe le fait qu'il est sur la voie du despotisme démocratique. Oui, à partir de 80 km/h sur route, je pense qu'en effet, la voie est un cheminement un peu complexe. On est, quelque part, on peut même dire que c'est une forme d'incitation, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas bridé les voitures à 80 km/h. On dit aux gens, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà. Au-delà, vous êtes verbalisé parce que c'est dangereux. Oui, mais après, et si en l'espèce, comme Edouard Philippe n'est pas né exactement sur Mars, qu'il a été maire du Havre, et qui est aussi dans une région où il y a de nombreuses de ces voies bidirectionnelles sans séparateur central, qui est la formule consacrée, comme ça peut l'être chez moi, comme ça peut l'être d'ailleurs aussi chez Benoît. À un moment donné, on doit prendre une mesure parce qu'elle indique aussi une norme, mais on reviendra peut-être sur ce sujet-là un peu plus tard. Ça veut dire qu'on explique à la société, à nos concitoyens, que la norme de sécurité, c'est celle-là. C'est que si on veut être dans une meilleure sécurité, c'est en ayant ce comportement-là qu'on peut le faire. Et pourquoi, juste je termine là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a aussi le devoir de le faire ? Parce qu'on a un recul, on a des expérimentations qui ont été faites, on a une connaissance du terrain, et excusez-moi, en termes de radicalité, le fait de supprimer toute protection sur une route en disant « débrouillez-vous, vous allez voir, vous allez avoir le réflexe d'être mieux en sécurité », me paraît un petit peu plus radical que ce qu'on fait. Alors, bon, encore une fois, je ne dis pas que ce cas de figure peut fonctionner partout, mais justement, là où il est intéressant, c'est que, et la grogne des départements aussi en témoigne, on voit bien que ce sont les élus locaux aussi qui connaissent bien leur territoire et les situations. Et décider d'en haut qu'il va falloir sur toutes les routes passer à 80 km/h, c'est aussi méconnaître le terrain. Je pense qu'il faut aussi faire confiance parfois un peu à la concertation et à la décision locale, arrêter de tout décider au niveau central, mais laisser beaucoup plus de pouvoir au niveau local, pour qu'un maire, un département ou autre se dise, bon, ben, là, on sait que sur cette portion, on a une route qui est dangereuse. Les chiffres des accidents en témoignent. Prenons des mesures, pour le coup, radicales. Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait passer à 50 km/h. Ce n'est pas le passage de 90 à 80 qui me dérange. Mais c'est plutôt le cas par cas et la confiance. C'est l'approche qui est totalement générale et qui laisse très peu, finalement, de marge de manœuvre aussi au niveau local. Si vous m'y autorisez, là, pour le coup, d'une part, vous savez, on a beau être ministre pour les uns, député pour les autres, on vit quelque part, on connaît un peu notre territoire, et les mesures ne sont pas faites complètement, on doit mouiller par rapport à ça. Mais ensuite, on est dans un schéma où c'est déjà le cas général que vous citez, puisqu'on est à 90 km/h sur ces routes-là. Parce qu'il existe des routes qui sont à 70 km/h, d'autres qui sont à 50, ou à 30 en agglomération, donc il y a déjà d'autres règles que ça. Donc là, on a en effet cette réduction qui est globale sur des routes qui sont caractérisées. Vous imaginez si jamais on était sur une logique de, là, sur cette portion, l'autre, on va être à 60, puis à 70, puis à 80, puis à 90, puis on revient, etc. Donc là, pour le coup, ce serait illisible. C'est une simplification pour vous, alors. Pour le coup, c'est une mesure de cohérence. On est sur un réseau qui, aujourd'hui, fonctionne avec une partie du réseau qui est à 90 km/h. Il y a une partie de ce réseau qui est caractérisée par ces routes bidirectionnelles sans séparateur central, qui sont réputées dangereuses. Et c'est sur ces routes-là qu'on veut faire une mesure, en effet, globale, qui, encore une fois, est une mesure limitée.
Petite analyse politique, parce qu'on avait cru comprendre que le président Macron lui-même commençait à être agacé par ces frondes diverses et variées. Alors là, j'ai une petite interrogation orale pour vous, Frédéric Delpech, et la question est posée par le porte-parole du gouvernement. On l'écoute, Benjamin Griveaux, normalement. On l'écoute, oui. Si tout va bien, c'était le compte-rendu du Conseil des ministres ce midi. Il était question donc de ces 80 km/h. Le dispositif qui a été imaginé et qui a été présenté, c'est une mise en œuvre à partir du 1er juillet 2018. Vous connaissez bien le président de la République, s'il a quelque chose à dire, il le dit, il le fait. Et donc, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Et si je me permets cette boutade, si vous arrivez à me citer un couple exécutif plus uni de la Ve République, j'attends vos noms avec impatience. Vous êtes capable de répondre à la question? De savoir s'il y avait des couples exécutifs plus unis que celui-ci. Je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais enfin bon, François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'étaient pas très désunis. Enfin, on peut en citer Jean-Pierre Raffarin, Jacques Chirac, pas tant que ça non plus. Enfin bref, il y en a. Bon, on peut pas dire que le couple Premier ministre-président soit forcément conflictuel. Hein. C'est même l'exception, la conflictualité. Donc, en général, ils travaillent de concert. Là, en l'occurrence, effectivement, il y a un peu de tirage sur la ligne. Hein, ça, c'est clair, parce que on a le sentiment que le Premier ministre s'est précipité, a fait cette annonce brutalement, et puis surtout il a fait cette annonce en prenant en compte une expérimentation qui a été faite sur un certain nombre de routes de France, dont d'ailleurs on ne connaît pas vraiment les résultats, et d'autre part le peu de résultats que l'on connaît, c'est qu'effectivement ça a reconnu cette expérimentation une baisse de la vitesse, mais ça n'a absolument pas calculer un impact sur le nombre de victimes en moins sur les routes. Donc, en réalité, on n'en sait rien. On ne sait pas si passer à 80 km/h va faire chuter drastiquement le nombre de victimes sur les routes françaises. Alors donc, il y a eu le sentiment d'une décision qui a été prise rapidement, sans concertation. Et puis, bien évidemment, alors là, on a eu l'exemple de 2 députés En Marche extrêmement disciplinés qui nous disent que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, que c'est une bonne décision et que ça permettra de faire baisser la mortalité sur les routes. En réalité, ils savent très bien qu'ils ont eu des retours très négatifs sur le terrain de la part de leurs concitoyens dans leur circonscription qui ne comprennent pas la brutalité de cette mesure et le fait qu'elle intervienne sans être amenée en quelque sorte, préparée. Le terrain n'a pas été préparé. Et donc, il y a effectivement une grogne dans le pays qui a été manifestée par un certain nombre de citoyens français qui est remontée maintenant par les élus locaux. Alors, effectivement, le gouvernement ne peut pas se déjuger. Édouard Philippe l'a annoncé il y a maintenant 2 mois, donc il va le faire. Simplement, il va y avoir une clause de revoyure en 2020 pour juger de l'opportunité ou pas de maintenir cette mesure. Et puis, il a fallu éteindre ce qui ressemblait à un début de tension au sein du couple exécutif et réaffirmer que, évidemment, tout allait très bien entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Juste les remonter sur le voilà. terrain. Vous les voyez, ces crispations? Il paraît qu'il y a 2 crispations essentielles. C'est la CSG et les 80 km/h. Vous le voyez, ça? Alors, sur la CSG, on a des remontées, en effet. Moi, je fais une réunion par mois. Alors je crois que ça s'appelle aux États-Unis les time-up, où on va sans avoir d'ordre du jour et on discute de tout pendant 2 heures, enfin ça dure 2h30, donc à la fin c'est tonique. Et bien sûr il y a des questions sur la CSG. Et écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous sur le cas des 80 km/h. Parce que c'est en fait assez à l'image de... Enfin, vous disiez vous-même, pardonnez-moi, mais que votre circonscription était en toute petite partie rurale. Écoutez, or, les élus locaux qui se plaignent j'ai beaucoup... pas dit une toute petite partie, j'ai un tiers. Je veux dire, c'est une grosse circonscription rurale. Et il se trouve que j'ai eu de la chance. Je fais mes réunions, je vous dis, tous les mois devant mes concitoyens. Et la veille, la mesure de 80 km/h est arrivée la veille d'une réunion dans une ville de 2500 habitants. Autant vous dire que... La ligne de mire, là. Là, j'étais bien. Et en fait, c'était beaucoup plus nuancé. Et c'est en effet à l'image du reportage que vous avez fait passer. Parce que... alors, j'entends que ce que vous dites sur les statistiques qui ne sont pas totalement publiées, etc., etc. Ce qui n'est pas statistique, mais ce qui est mécanique, c'est le fait qu'il faille 17 mètres de moins quand on a 10 km de moins pour freiner. Et ça, les gens le comprennent parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont vécu aussi sur des routes parfois un peu humides. Et donc, ils savent très bien ce que ça veut dire. Et les jugements sont beaucoup plus nuancés. Il y a une remarque qui est souvent faite, et d'ailleurs elle a été faite aussi dans votre reportage, c'est est-ce que c'est pas une vache à lait supplémentaire qu'on essaye d'avoir pour renflouer les caisses de l'État? Au-delà du fait que, très sincèrement, je pense que ça n'y suffirait pas. Mais en plus, le Premier ministre a été parfaitement clair en la matière.
je suis très discipliné dans la matière parce que je l'écoute bien, mais le Premier ministre a été très clair. Les sommes qui seront collectées sont à destination des personnes qui seraient victimes de la route. Et ça, c'est garanti parce que... Il l'a dit suffisamment quand même, là, pour le coup. Moi, j'ai confiance dans ce que disent les gens, vous savez. Parce qu'en règle, on sait que les amendes et les contraventions ne vont pas forcément dans la lutte contre la sécurité. À nombreuses reprises devant l'Assemblée. Donc vous lui faites confiance. Je voudrais revenir juste sur un point. C'est que je trouve que face au problème de la sécurité routière, finalement, la façon facile de réagir, c'est de prendre cette mesure-là. Parce qu'Édouard Philippe se présente aussi comme un homme courageux qui prend une mesure impopulaire. Mais finalement, c'est la facilité, parce que l'État est aussi dans une situation complexe. On leur dit, il y a un problème de sécurité routière, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ce serait beaucoup plus courageux de dire justement, non, on ne fait rien. Et on va essayer de trouver d'autres moyens incitatifs, de réfléchir, de mener plus de concertation pour voir comment faire. Et après, je trouve aussi qu'on prend des gants, parce que c'est un sujet qui est parfois délicat, mais très honnêtement, je trouve aussi que parfois, faire croire que de passer de 90 à 80 km/h va révolutionner les choses, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent rarement prendre leur voiture pour ne pas réaliser que c'est déjà parfois difficile sur certains axes, je dis bien sur certains axes, de rouler à 90 km/h. Donc la question je trouve que l'approche du cas par cas et d'essayer d'avoir une approche plus fine serait la meilleure. Vous faites confiance aux automobilistes ? Mais ça tombe bien, c'est ce que je voulais réagir là-dessus. J'entends bien cette logique, et vous êtes libéral et vous avez bien le droit, de dire qu'il faut laisser les gens face à leurs responsabilités. Mais quand vous avez un véhicule qui percute un cycliste ou qui percute une autre voiture, la personne qui a été à l'origine de la faute est responsable, certes, mais celle qui est en face n'est que victime. Et on ne peut pas jouer à ça. Mais on ne peut pas jouer à ça. Sur la responsabilité, oui, on est libéral, c'est-à-dire qu'on défend en effet la liberté, mais on n'est absolument pas opposé à une intervention de l'État. Ce qu'on reproche, en effet, c'est la façon dont ça se fait. C'est-à-dire c'est l'approche vraiment très globale, là où, au contraire, il faudrait arriver à mettre en place un cadre incitatif. On n'a pas découvert la sécurité routière avec Édouard Philippe. Chaque fois. Donc c'est la méthode qui est peut-être pointée du doigt. On s'occupe de la sécurité routière depuis longtemps. Pourquoi il y a eu cette mesure ? Parce qu'il y avait une baisse continue du nombre de morts sur les routes et qu'on remarque qu'il y a eu un palier et que maintenant ça remonte. Et qu'à un moment donné, on est face à des mesures... Il y a eu d'énormes campagnes de communication. Il y a un certain nombre de vos collègues, par exemple, j'ai écouté ce matin Éric Ciotti qui évoquait cette mesure et qui expliquait que c'est pas forcément 10 km en moins de vitesse qui sont la cause de la recrudescence des accidents et de la mortalité, mais que, par exemple, la pratique du cannabis en conduisant ou des téléphones portables, etc., pouvaient être des causes autrement plus importantes que simplement une petite vitesse supplémentaire. Donc, c'est mettre l'accent sur simplement la vitesse qui serait la seule cause d'accidents et de mortalité sur les routes françaises, alors que, semble-t-il, dans les comportements, en tout cas, des conducteurs, il y a d'autres causes qui pourraient être sanctionnées et qui sont éminemment plus dangereuses. Écoutez-moi ce que à mon avis, je regarde aussi les statistiques qu'on me transmet. C'est que 31% des accidents mortels sont d'abord dus à la vitesse, 19% dus d'abord à l'alcool, et sur les stupéfiants, c'est 9%. Donc personne n'exonère le reste. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait libéralisé le reste pour le coup. On a juste renforcé cette mesure-là. On va conclure ce dossier juste pareil, un aspect politique, parce qu'on a vu que visiblement ça inquiétait Emmanuel Macron, qui avait peur, encore une fois, d'apparaître comme un président déconnecté du monde rural. Amélie Carrère, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale. Et ça passe mal entre le président de la République et le Premier ministre sur ce sujet, malgré ce que disait le porte-parole du gouvernement ? En tout cas, voilà la démonstration parfaite d'une polémique qui monte haut et fort et que l'exécutif essaye aussi rapidement de faire redescendre. Tout part, on le rappelle, d'un député de la majorité en plus qui ce matin dit il faut arrêter, je le cite, d'emmerder les Français. Il veut un retour en arrière sur la limitation à 80 km/h. Mais très rapidement, l'Élysée comme Matignon font savoir qu'il n'y aura pas de retour en arrière, qu'il s'agit de rumeurs, que la mesure entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain et il y aura même une évaluation. Et puis, c'est l'acte 2. Très vite, les porte-paroles réagissent. Il s'agit de dire qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'Élysée et Matignon. Les porte-paroles aussi ici à l'Assemblée qui nous le disent. Nous assumons cette mesure puisqu'elle va dans le sens de la sécurité des Français. Bref,
tout va bien. Oui, mais voilà, c'est l'acte 3, trop tard. L'opposition qui tente d'enfoncer le clou sur un problème entre le gouvernement et la France de la ruralité enfonce le clou. André Chassaigne, pour les communistes, le dit. Le gouvernement tombe dans le populisme et le mépris. Daniel Fasquelle, lui, estime que certains députés de la majorité ont dû partir en vacances, se prendre, je le cite, des gifles sur le terrain, et il les enjoint donc à prendre le pas des Républicains et de mener le combat contre le gouvernement. En tout cas, notre député nous l'assure, cette polémique va coller au gouvernement. Elle est devenue symbolique et visiblement, ça se confirme. Merci beaucoup. Amélie, on suivra ça les prochaines semaines. On verra si effectivement vous êtes obligé encore une fois de la défendre, cette mesure. On va s'intéresser à un autre sujet parce que le gouvernement s'attaque également aux inégalités salariales. Faut-il passer par la contrainte, là aussi, quitte à être très interventionniste? Édouard Philippe dévoile en ce moment même son plan d'action et Isabelle Goudin nous a rejoint pour nous éclairer un peu sur la situation parce que le problème est loin d'être nouveau. Oui, tout à fait. Alors, l'INSEE a mené une enquête dans les 12 régions de France. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes ont la vie dure, ça continue. En matière évidemment de relations du travail, évidemment peut-être aussi ailleurs. Enfin bon, elles se retrouvent en tout cas dans ces régions. Alors d'abord en termes de salaire, c'est en Île-de-France que les femmes sont les mieux payées, il faut le savoir, mais leur salaire reste quand même inférieur, regardez, de 17,5% à celui des Franciliens. À noter que c'est en Bretagne, c'est ce qu'a remarqué l'INSEE, que les écarts de salaire sont les plus faibles, en tout cas concernant les jeunes générations. C'est vrai aussi que les femmes travaillent moins à temps plein que les hommes, on le voit là aussi, 43% pour les femmes contre 65% pour les hommes. C'est ce qu'on remarque en particulier en Auvergne. Et puis ce qu'on voit, c'est que finalement, les inégalités, elles se creusent finalement tout au long du parcours professionnel. Et finalement, on regarde qu'il y a peu de femmes cadres à l'arrivée, peu de dirigeantes. Dans l'Hérault, par exemple, l'INSEE a pu pointer que les femmes cadres sont particulièrement peu nombreuses. Seulement 18% des cadres sont des femmes et 36% seulement sont des chefs d'entreprise. Donc on le voit, il y a encore quand même une vraie marge de manœuvre. Effectivement, merci beaucoup pour cet éclairage, Isabelle. On l'a vu, le principe est écrit dans la loi quand même depuis 1972. Donc il n'y aura pas de nouvel arsenal législatif parce que le gouvernement dit ça va, on est assez armé. Ce sera un plan d'action qui sera dévoilé, qui est dévoilé là, en ce moment par Édouard Philippe. C'est quoi donc un plan d'action alors? Ce sont des mesures qui vont permettre d'engager un dialogue avec les entreprises. Vous savez, dans le milieu politique, on nous a très longtemps taxé, et c'était pas un tort d'ailleurs, de dire qu'il y avait quand même un sexisme ambiant qui était fort, qu'il y avait des inégalités d'accès aux responsabilités entre les hommes et les femmes. Alors au niveau salarial, ça par contre, on a nos indemnités heureusement sont égales, mais on a fait un effort considérable dans la représentation publique, et c'est important parce que c'est aussi symbolique de ce que la norme, justement, que la société veut promouvoir en matière d'égalité homme-femme. Maintenant, je pense que le dispositif qui est annoncé va être aussi de la concertation, du dialogue avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, pour arriver à faire progresser cette réalité qui est totalement insupportable. Alors, il faut en passer par la contrainte, parce que là encore, 1972, première loi, ça n'a... Peut-être que ça a baissé, mais on n'est pas encore à l'égalité. Donc là, en l'occurrence, il faut contraindre. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'en effet, il y a un certain nombre de lois qui ont été prises depuis 1972. Et en fait, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont même pas appliquées. Et ça rejoint un petit peu le débat précédent. C'est-à-dire qu'on prend aussi tellement de lois, finalement, il y a un moment où on s'éloigne complètement de ce que devrait être une loi, c'est-à-dire un cadre clair. En revanche, qu'on applique, qu'on contrôle et qu'on sanctionne si la règle n'est pas appliquée. Donc il faudrait aussi éviter de trop s'éparpiller. Alors donc là, on nous annonce que ce ne sera pas une loi, ce sera un plan. Peut-être que c'est un petit peu mieux. Mais alors, sans avoir précisément travaillé sur le sujet, parce qu'au sein du think tank, on ne s'est pas penché là-dessus, j'avais regardé les mêmes chiffres que vous. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'à l'entrée à l'emploi, aux alentours de 20 ans, finalement, il y a une différence de salaire qui existe, mais qui est que, entre guillemets, de 5%. Et qu'on voit en effet que l'écart va en s'agrandissant ensuite jusqu'à 25% aux alentours de 50 ans. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a très peu... les études montrent que les filles et les femmes, au fur et à mesure de leur carrière, ont aussi beaucoup moins de réflexes, par exemple, pour négocier leur salaire. Donc ça veut dire que ça vient aussi... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi... C'est quoi? C'est plus général, plus global? Voilà, il y a aussi une culture... alors ça rejoint les débats qu'on a sur l'école, c'est-à-dire aussi pourquoi une femme en entretien ne va pas réclamer plus qu'un mec qui a les mêmes compétences qu'elle, pour le dire simplement. Donc je pense qu'il y a une question aussi beaucoup de culture, d'éducation des filles là-dessus. Et il y a aussi le fait que ce n'est pas forcément uniquement, je dis bien uniquement, le rôle de l'État là-dessus. Il y a pas mal d'associations et de mesures aussi qui sont développées pour justement apprendre
aux femmes à négocier leur salaire. C'est des questions qui sont très taboues. Oui. Mais alors pourquoi l'État... On ne sait pas comment faire. Mais alors pourquoi l'État intervient là ? C'est le rôle de l'État d'inciter les entreprises presque de se mêler de leurs affaires en disant là, il faut que ça cesse dans ce sens-là, il faut aller plutôt dans ce sens-là. Ah oui, c'est son rôle, oui. C'est le rôle de la société de vouloir aller vers une forme de progrès en la matière. Et je pense que c'est juste de dire que les dispositifs existent souvent et qui sont peu mis en œuvre. Je suis d'accord avec vous sur le fait que souvent la loi est bavarde et ne cherche pas trop à être efficace. Et que là, en l'espèce, ça ne sert à rien de rajouter du texte au texte. Il n'y a que 3000 recours par an pour les inégalités, alors qu'ils sont les inégalités patentes de salaire au sein d'une même entreprise dans des fonctions, ce qui est très enfin, c'est dérisoire évidemment. Donc il faut passer par d'autres canaux aujourd'hui, travailler avec les entreprises. Je crois que c'est d'ailleurs pas que l'État qui demande ça, c'est la société dans son ensemble. Je pense que là on est dans une forme de virage dans notre société, où des choses qui étaient considérées avec une forme de fatalisme avant deviennent insupportables. Et bon, peut-être qu'en effet, c'est globalement la place de la femme dans la société qui est en train de franchir une nouvelle étape, et au travers de cela, bien sûr, les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques doivent s'adapter. Quelquefois, c'est utile. Alors, ce que réclame la société, en effet, et ce qui est le rôle de l'État, c'est de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun débat. Mais en revanche, la question, c'est quels moyens déploie-t-on pour parvenir à ce résultat? Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que je pense que ce n'est absolument pas le rôle de l'État de décider à la place d'une entreprise combien elle va payer les hommes et les femmes au sein de son entreprise. Ça, il n'y a pas de débat. Parce qu'après, on entre aussi dans un débat un peu insidieux où, finalement, ce qu'on entend aussi, c'est qu'un homme, une femme qui a compétences égales, mais finalement, ne sont peut-être pas les mêmes, est-ce qu'on va forcément devoir les payer la même chose? C'est-à-dire qu'il y a aussi une difficulté à ne pas vouloir se substituer à l'entreprise dans la politique salariale qui est menée au sein de l'entreprise. Dans les moyens, c'est compliqué. Si vous m'y autorisez, c'est dans l'autre sens. Le problème n'est pas de dire à l'entreprise, vous allez devoir payer un tel ou un tel ou une telle à tel niveau. Ça, évidemment, c'est pas le rôle de l'État de le faire, en tout cas pas pour les entreprises privées. Mais c'est de dire, quand vous ressentez en tant que femme une inégalité de traitement, que ce soit au niveau carrière, que ce soit au niveau salaire, dans l'entreprise, vous pouvez saisir l'inspection du travail pour faire constater et faire rectifier cela. C'est dans l'autre sens. Oui. Mais là, pour le coup, c'est le rôle de l'État de faire respecter l'égalité. Sans vouloir vous contredire, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que son rôle, c'est bien de cela. Après que l'État travaille avec les entreprises, et je pense que, en tout cas, pour ce qui est de ce pouvoir qui s'est mis en place il y a 8 mois, donc là, on va respirer un peu. On a déjà fait pas mal de choses, on le reproche même quasiment. On a travaillé avec les entreprises et avec les partenaires sociaux sur un certain nombre de mesures. Les ordonnances, on s'est fait défrayer les chroniques en la matière. Je pense que là-dessus aussi, il faudra travailler avec les acteurs économiques, les acteurs culturels, les acteurs sociaux. C'est tout ça qui va se mettre en blanc. Et vous connaissez le paradoxe quand même des lois, de la loi travail sur les ordonnances, justement. Les ordonnances travail ont supprimé l'obligation d'une négociation annuelle sur l'égalité salariale. C'est qu'à mon avis, ça peut passer sans que ce soit, justement, comme vous disiez, forcément avec un texte de loi, mais parce qu'il faudra un travail qui sera un travail de la société sur ce sujet-là. Donc l'État est interventionniste et le gouvernement l'assume. L'État est interventionniste dans la société parce que c'est son rôle de gérer la société. Vous êtes d'accord? Non. L'État est là pour poser le cadre et mettre en place les incitations qui permettent d'arriver au résultat de l'égalité homme-femme, de donner les moyens d'y parvenir, mais de ne pas le faire. Petite différence alors, une petite différence. Merci. Importante. Merci beaucoup pour le débat, merci pour les analyses. Restez avec nous, la suite de nos programmes avec le journal Julien Domel. Vous retrouvez ensuite Philippe Ballard pour le débat. Nous sommes mercredi, débat entre Julien Drey et Nicolas Béthou. Je m'y perds. Bonne soirée sur LCI.